Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire que Didacto organise avec la participation exceptionnelle de Gilles Vernet qui va nous parler du temps. On vous laisse arriver, on vous laisse tranquillement arriver pour pouvoir vous installer et écouter tranquillement tout d'abord Étienne, Prévost, directeur de Didacto, puis Gilles Vernet. Je vous vois arriver très nombreux, donc c'est super. On va essayer de commencer très rapidement parce que je pense que Gilles a beaucoup de choses à vous raconter. On vous laisse arriver. Et puis, on va vite commencer. Vous avez l'habitude des petites questions-réponses qui sont en bas Q&R pour pouvoir poser vos questions. On va laisser Gilles nous exposer son sujet cet après-midi. Et puis, si vous avez des questions, on prendra ça après. Donc, je vous laisse arriver. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Si vous avez un petit problème au niveau technique, vous nous dites s'il y a quelque chose à modifier, mais ça a l'air de très bien se passer pour tout le monde. Je vais pouvoir donc passer la parole à Étienne qui va vous faire la petite introduction pour qu'on commence très rapidement. Voilà. À vous, Étienne. Ok. Merci, Sabine. Bonjour à tous. Pardon, je vois que ça continue à arriver, même sur un rythme un peu plus lent, mais on va quand même laisser 2 petites minutes aux uns et aux autres pour se poser et être avec nous. C'est un webinaire un peu différent de d'habitude, puisque d'habitude, on présente des jeux et là, on est autour d'une problématique éducative qui ne concerne pas spécialement notre univers ludique. Mais on est content aussi d'élargir un petit peu tout ça et notre sphère et notre spectre d'activité. Donc voilà, c'est probablement le dernier webinaire de cette année avant qu'on recommence sur le rythme habituel qui est un rythme mensuel l'année prochaine, soit avec des webinaires autour des ludothèques pour parler des nouveautés, soit des webinaires autour de thématiques plus pédagogiques. On en a fait autour de la motricité, on en a fait autour du français, des maths, etc. Et on va continuer comme ça. Donc, je vois qu'on a 96 spectateurs pour le moment, en attendant, sans compter nous trois, les intervenants, 98 et à 100, je démarre, promis, 99. Quelle est la 100e qui gagne un cendrier? 100e, voilà, hop, allez, on est parti. Donc, à nouveau, merci à tous d'être là et merci donc à Gilles Vernet d'avoir accepté notre invitation. Donc, la plupart d'entre vous nous connaissent, je pense, j'espère, et certains donc sont des habitués de ces webinaires de Didacto qui ont trouvé leur place depuis 1 an et demi et où nous présentons, donc je viens de le dire rapidement, en général, des jeux adaptés à des utilisations professionnelles, donc pour les enseignants de maternelle ou d'élémentaire, pour les psychomotriciens, les orthophonistes, les ludothécaires et pourquoi pas, bien entendu, des parents qui veulent le meilleur du jeu et de l'éducatif pour leurs enfants. Donc, en 2 mots, pour ceux qui seraient un peu moins familiers de notre activité, puisque ce webinaire est un peu différent, j'ai vérifié ce matin, nous proposons aujourd'hui précisément sur le site de Didacto, donc didacto.com, 2503 jeux différents que nous chinons, que nous avons référencés chez 203 éditeurs différents. Donc, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est un des plus beaux panels du marché. Les éditeurs viennent du monde entier. Et donc, nous sommes à votre disposition pour tous vos projets ludiques, ludo-éducatifs et pourquoi pas aussi, bien entendu, pour vos cadeaux de Noël. Ce n'est pas interdit d'acheter des jeux intelligents. Mais aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est vous montrer une autre facette de notre métier parce qu'on n'est pas juste des vendeurs de jeux éducatifs. Didacto s'efforce aussi d'être au jour le jour un véritable partenaire de la communauté éducative. On prend la parole, on s'interroge sur des enjeux pédagogiques actuels, sur le sens que prend l'éducation, sur l'utilité au quotidien de mettre en place des outils pédagogiques un peu différents pour permettre aux enseignants parfois de faire un pas de côté
autour soit d'une compétence précise, qui peut être je sais pas, la manipulation, le langage, les mathématiques, mais aussi pour développer humainement les élèves. C'est dans ce cadre donc que nous recevons aujourd'hui Gilles Vernet. Donc le parcours de Gilles est connu. C'est celui d'un brillant et successful trader devenu instituteur dans les quartiers difficiles. Gilles accompagne les enfants au quotidien et surtout, c'est quelqu'un qui s'efforce de mettre en pratique avec eux une vision ambitieuse de l'éducation où le savoir-être est aussi important que le savoir. Alors, ça s'est manifesté dans son long métrage qui s'appelle Tout s'accélère, qui est sorti en 2016 et qui a récolté de nombreux prix où Gilles s'interroge avec ses élèves de CM2 sur l'accélération perpétuelle dans laquelle nous vivons et les injonctions qui l'accompagnent. Donc, plus vite, dépêche-toi, arrête de traîner. Voilà, il faut sans arrêt être comme le hamster dans sa cage. Autre exemple de cette implication de Gilles au quotidien avec sa classe du 19e arrondissement de Paris, ce partenariat qu'il a monté donc, entre sa classe de REP et l'Opéra de Paris pour monter en 2 ans un opéra-ballet. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable et je pense que les enfants y ont trouvé aussi des moments exceptionnels dont ils se souviendront toute leur vie. Enfin, donc, Gilles a sorti en début d'année un livre chez Bayard, un nouveau livre qui s'appelle Tout l'or du monde, où il dévoile sa mission l'Instit et que je vous invite à découvrir parce que c'est passionnant. Voilà. Donc ça, c'est le quotidien de Gilles Vernet, donner la parole aux enfants et les mettre au cœur des apprentissages. Et ça nous a parlé, nous, chez Didacto, déjà parce que Gilles est un ami de 30 ans, on peut le dire, les amis de 30 ans, ça ne se termine pas toujours mal. Et parce que c'est ce qu'on s'efforce, nous aussi, de faire avec nos jeux et nos propositions ludiques. Donc l'idée de cette conférence, elle a surgi lors d'une discussion où Gilles est venu nous voir chez Didacto et m'a dit « Si tu savais comme j'ai constaté un appauvrissement du vocabulaire des élèves depuis le début du confinement. » Et ça m'a marqué. Et tout ça, donc, corrélé à la consommation majuscule des écrans, en particulier à l'époque du premier confinement, dans un monde d'ultra-performance et d'ultra-rapidité, ça nous a semblé important d'en parler et d'essayer, pas de tirer toutes les conséquences, mais enfin quand même de mettre le doigt un petit peu. Ça faisait quand même une sorte d'ensemble de problèmes qui se répondaient les uns et les autres. On a eu envie de travailler autour du thème d'aujourd'hui qui est d'aider les enfants à retrouver donc, le sens du temps, de leur temps naturel en quelque sorte, de leur rythme naturel. Donc je passe donc la parole à Gilles pour à peu près 35-40 minutes d'intervention qui seront suivies bien entendu d'un moment de questions et d'échanges. Dernier mot, donc cette conférence est enregistrée et il sera possible de la revoir depuis notre site Didacto et depuis notre compte YouTube. Donc voilà, à toi Gilles, bonne conférence à tous. Merci beaucoup Étienne et merci de cette invitation. Effectivement, l'idée de cette conférence, elle s'est imposée quand on a discuté que je suis venu voir dans les locaux Didacto tous ces jeux qui justement développent un autre rapport au temps des enfants, au-delà d'autres qualités qu'ils peuvent avoir. Et donc, nous est venue l'idée de travailler sur cette question. Alors, j'ai centré la conférence sur un enjeu particulier qui me tient énormément à cœur et que tu as mentionné, Étienne, c'est la question des écrans. Alors, effectivement, elle est intimement liée en fait à la question de notre rapport au temps. Hier encore, j'étais dans une conférence avec la MGEN, avec beaucoup de membres de la MGEN et de cadres, et il ressortait qu'au fond, c'est vraiment le basculement dans le numérique qui a créé cette pression temporelle qu'on ressent tous, même si elle a des racines qui se trouvent dans la notion de productivité et de croissance exponentielle. Mais il est vrai que la sensation de course contre le temps est largement alimentée par les écrans qui ont des effets comportementaux sur nous, et puis par les communications, comme on le verra. Alors voilà, j'ai centré la conférence surtout sur l'enjeu les enfants et les écrans, et justement parce que ça biaise leur rapport à la réalité, leur rapport au temps. Alors, comme tu l'as dit, Étienne, la crise sanitaire, elle a brutalement accéléré en fait un processus qui était à l'œuvre depuis déjà 20 ans,
depuis les années 2000, l'arrivée d'Internet et surtout 2007-2010, les tablettes et le smartphone, c'est la digitalisation croissante de nos vies. Là, c'est la preuve. On est dedans. On est en train alors, ça a des vertus, évidemment. On est en train de communiquer. Je vais pouvoir faire cette conférence et avoir rencontré beaucoup de gens par cet intermédiaire. Et ça, c'est super. Donc, l'idée n'est pas de diaboliser ça, mais de bien prendre conscience de l'invasion digitale dans nos vies. Et alors, dans cette crise, si la technologie elle a permis de maintenir active une bonne partie de l'économie et une part de l'éducation aussi, en dépit des mesures de restriction, avec tous les bémols que je pourrais mettre sur l'éducation à distance que j'ai vécu en tant qu'enseignant et qui nous limite considérablement dans l'appréhension qu'on peut avoir des élèves, choses qu'on ressent en classe in vivo, mais qui, par l'intermédiaire d'écran, se disparaît un petit peu. Donc, je ne crois pas fondamentalement à l'éducation à distance. Je pense que c'est un bon complément, mais ça ne peut pas être la base. Mais elle a aussi entraîné les plus jeunes, comme pour le reste de la société, dans une démultiplication des usages des écrans et des communications digitales sous de plein de formes. Les visios pour les adultes, mais aussi pour les enfants, avec leurs profs ou autres, les messages SMS, les listes WhatsApp qui se sont démultipliées, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les vidéos YouTube, tout ça. Tout ça, et Netflix, sans parler de Netflix, tout ça c'est fait dans le contexte que vivaient les parents, c'est-à-dire souvent de devoir travailler à la maison et que leurs enfants soient suffisamment occupés. Et donc, à un moment ou à un autre, on pouvait basculer sur des écrans. Par ailleurs, ils étaient coupés de leurs amis. Donc, très tôt, on a baissé, habituellement, les 8, 9, 10 ans étaient relativement prémunis des smartphones, etc., et des listes WhatsApp, justement. Mais là, elles se sont considérablement développées à cet âge-là parce qu'ils ne pouvaient communiquer avec leurs copains que par là pendant un certain temps. Et donc, beaucoup d'enfants qui étaient jusqu'alors épargnés par l'invasion numérique ont été happés par ce processus, pour certains dès leur plus jeune âge. Voilà. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je fais tous les jours le constat que ça représente vraiment un danger pour les élèves. Il y a alors, l'un d'entre eux, l'an dernier, suite à mes avertissements, parce que je parle beaucoup avec mes élèves pour les avertir, et on discutera ensemble de ce qu'on peut faire avec nos enfants pour justement leur permettre d'avoir un meilleur rapport aux écrans. Ça passe par beaucoup de paroles, beaucoup d'explications. Et j'avais convaincu un élève, plutôt bon élève, mais qui s'appelait Tidiane, et qui me dit, 2 semaines plus tard, il revient vers moi, il me dit, maître, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, vous avez raison. Moi, là, j'avais 24 groupes WhatsApp, un enfant de 10 ans, j'avais 24 groupes WhatsApp. Là, j'avais plus une seconde à moi. J'en ai éliminé 20, j'en ai plus que 4. Mais c'est vraiment une discussion qui m'a sidéré parce que je ne sais pas si je suis sur 24 groupes WhatsApp, moi, adulte. Donc, ça me démontrait qu'il y avait vraiment un enjeu. Ils étaient happés par ces communications entre eux et on verra qu'il n'y a pas que WhatsApp. Tous les parents, en fait, ils désirent que leur enfant soit armé face aux dangers qui les menacent et leur donner des clés pour comprendre et déjouer ces dangers, entre autres auxquels ils seront particulièrement confrontés à l'adolescence. Mais les écrans, ils s'immiscent dans notre intimité, dans l'intimité de nos enfants. Ils les détournent de la réalité, les exposent au harcèlement. Ça, il y a eu beaucoup d'affaires récentes. Au contenu adulte, ça, il ne faut pas le minimiser. Pardon. Et ça vole aussi leur sommeil et une partie de leur vie sociale. Surtout quand c'est des gamers, par exemple, ceux qui jouent aux jeux en ligne. Alors, bien entendu, je l'ai dit, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on ne peut pas nier le bénéfice de l'accès à la connaissance d'Internet, c'est Internet bien utilisé et dans une mesure raisonnable a plein de vertus, mais la communauté scientifique maintenant est absolument claire, la surexposition aux écrans, elle a une dimension fortement addictive et elle entraîne des troubles comportementaux, cognitifs, et physique. Ça, il y a de nombreuses études aux États-Unis particulièrement qui le montrent. Et moi, en tant que professeur en CM2, mais aussi en tant que père d'un garçon de 10 ans et d'une jeune fille de 16 ans, je peux témoigner des effets délétères et de ce basculement dans le numérique sur l'attention des enfants, leur comportement et, comme l'a dit Étienne, leur expression orale et écrite, et avec une chute vertigineuse du vocabulaire. Quelque chose que je n'avais pas du tout observé les années passées, même s'il y avait une lente érosion. Et cette dynamique négative, elle s'est accélérée avec l'avènement des smartphones, des réseaux, des tablettes, et elle s'est évidemment considérablement renforcée avec
la crise sanitaire. Et donc, le but de cette conférence, c'est un peu de tirer le signal d'alarme, de faire prendre conscience aux gens de l'enjeu et de leur offrir des alternatives ou des solutions, parce que ce n'est pas toujours facile de discuter avec son enfant et de le convaincre d'être moins sur les écrans. Il y a un chef d'établissement en Vendée qui me racontait qu'il avait convoqué la maman parce qu'il s'était aperçu que l'enfant, à 1h du matin, 2h du matin, envoyait encore des SMS à travers le témoignage d'autres enfants. Et la maman a dit, il lui a invité à prendre le portable le soir et elle a dit, oh, mais écoutez, je ne peux pas lui faire ça. Voilà. Et donc, une inconscience du rôle qu'un parent peut avoir et une difficulté aussi à convaincre les enfants sur ce sujet. Alors, je vous propose de réfléchir en 3 parties. D'abord, le constat des impacts des écrans et justement sur l'attention, l'agitation, on parlait du temps, du rapport au temps, donc pour les enfants, et de voir ses conséquences assez concrètement. Puis, dans une deuxième partie, pour quand même aller vers les solutions, comprendre les causes profondes de ce phénomène. Pourquoi il s'impose à nous, adultes en premier, il ne faut pas tout mettre sur le dos des enfants. Et ensuite, la troisième partie sera consacrée à vous proposer des solutions et à réfléchir ensemble après dans l'échange qu'on pourra avoir sur vos solutions, les mettre en partage et répondre à vos éventuelles questions. Alors, pour le constat, c'est quoi le constat? C'est 7h30 d'exposition aux écrans par jour aux États-Unis, en moyenne, à partir de 11 ans. 4 heures en France, beaucoup plus dans certaines parties de la population. Et l'exposition aux écrans des enfants comme des adultes ne cesse d'augmenter. C'est un fait. D'accord? On en a besoin pour tout. Et les enfants aussi. En plus, les enfants nous voient. Donc, si on y réfléchit à la télévision, dont l'enjeu éducatif était déjà questionné à une époque, s'ajoutent les consoles de jeux vidéo extrêmement chronophages, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, et on note comme ça que les supports, en fait, se sont démultipliés. Les supports pour avoir accès à l'écran se sont démultipliés. Mais se sont aussi démultipliés les applications à travers lesquelles on communique. Au début, on avait le téléphone fixe, puis on a eu le téléphone fixe et portable, puis les SMS, le WhatsApp qui est extrêmement chronophage, YouTube pour regarder les vidéos, Facebook, les réseaux, Instagram, TikTok, Snapchat, Discord, on peut les multiplier comme ça. Et certains enfants sont sur tout ce que je viens de nommer. Donc, ça leur fait non seulement plein d'écrans partout, mais plein d'applications pour communiquer et donc être contactés par leurs camarades ou d'autres personnes. Un article du New York Times de fin 2019 intitulé « Quand les réseaux sont vraiment problématiques pour nos adolescents » a mis en évidence le lien entre un usage excessif des écrans et l'augmentation du taux de suicide, tout simplement, chez les 11-18 ans. Ça, c'est un fait avéré. Il y a un effet dépressif, on pourrait dire, d'un usage excessif des écrans. Encore une fois, tout est dans la question de mesure. C'est Paracels qui disait « Tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de mesure, de dose ». Mais dans cet article du New York Times, clairement, ils expliquaient que les ados sont devenus accros aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux et d'une manière comparée à celle de toxicomanes. Donc les écrans seraient comme une drogue, en fait, et avec tous les effets toxiques que cela implique. Alors évidemment, quelques effets bénéfiques, sinon c'est comme la drogue, les gens ne se regrettent pas. En 2018, une étude menée par des chercheurs canadiens et publiée dans la rubrique Lancet Child and Adolescent Health a révélé un lien très net entre le temps passé sur les écrans, le sommeil, évidemment, enjeu clé de toute éducation, de toute éducation justement vers l'âge adulte, et aussi évidemment avec les performances des enfants à l'école et dans leur vie sociale. En mai 2019, l'OMS a rangé les jeux vidéo dans la catégorie des addictions en reconnaissant le gaming disorder, c'est-à-dire le fait que ça crée un désordre cognitif et psychique de trop jouer sur les différents jeux vidéo. Et donc, il l'a reconnu comme une maladie. Les réseaux sociaux semblent emboîter leur pas. Il y a une étude de Facebook qui a suscité un petit scandale récemment parce qu'elle démontrait qu'Instagram
à travers des études internes qu'ils avaient faites, contribuait à une chute de l'estime de soi chez plus d'un tiers des adolescents et adolescentes. Donc, à l'instar des drogues dures, l'usage débridé des écrans, elle entraîne une perte de contrôle et de graves troubles cognitifs, psychiques et physiques. Parce qu'il ne faut pas oublier la sédentarité dans l'affaire. Et donc, évidemment, aussi, tous ces effets délétères étant d'autant plus ravageurs, on pourrait dire que leur usage a commencé tôt. Je vous recommande, je travaille en ce moment avec Agnès Ducanda qui a écrit, je vous en parlerai, un livre qui s'appelle Les tout petits face aux écrans, l'épidémie silencieuse. Et elle s'est fait connaître à travers une participation à un envoyé spécial qu'on trouve sur YouTube, comme quoi il y a des bons usages d'Internet, il faut toujours le dire, et qui s'appelle l'héroïne numérique. L'héroïne, comme la drogue, numérique. Et vous regardez les 15 premières minutes, c'est un enfant de 3 ans qu'on a laissé devant les écrans à partir de 1 an. Vous voyez l'effet terrible de ça et l'effet que va produire le fait de couper les écrans. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que l'enfant est plastique. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est beaucoup sur les écrans qu'en ne l'en coupant pas, on n'obtient pas un retour à la normale, finalement, plus rapide qu'on ne croit. Mais le reportage est vraiment très frappant. Je vous laisse le découvrir. On a vraiment l'impression que l'enfant est un zombie drogué par ces écrans. Ça se pressent à l'image. Donc, du côté des 11-18 ans, des adolescents, près de 40% passent, donc pas loin de la moitié, passent au moins 6 heures par jour devant un écran, soit plus qu'à l'école, en fait, quasiment. Et donc, ils deviennent accros à des applications, à des jeux vidéo addictifs conçus par des éditeurs qu'on pourrait reconvertir en dealers du temps, hein, dealers de notre attention. Comme le souligne Nireyal dans un livre qui s'appelle Hooked. Je ne connais pas son titre en français. Hooked, ça veut dire accro, hein, comme un poisson qu'on a accroché. Et voilà, donc c'est déjà de prendre conscience que fondamentalement, le temps de cerveau disponible de nos enfants et le nôtre aussi accessoirement, ça vaut de l'or en bourse. Hein. C'est ça qui valorise une société avant tout, son nombre d'usagers et le temps qu'ils y passent, moyen qu'ils y passent, pour voir leur exposition, entre guillemets. Alors, peut sensibiliser au phénomène d'addiction et aux risques liés à l'exposition sur les réseaux. Les enfants et les ados sont des proies faciles. Alors, ils commencent à l'être un peu plus. Hein. Il y a une série sur Arte qui est pas mal. Le nom ne revient pas. Je ne sais plus si c'est Dopamine ou… Enfin, c'est une bonne série sur ces enjeux-là. Il y a le fameux film Derrière nos écrans de fumée, qui s'appelait, qui est un documentaire qui retrace justement toutes les études scientifiques sur les effets des réseaux, là, plus spécifiquement. Mais reste qu'ils sont quand même des proies vraiment faciles, comme pour les autres drogues, en fait, les enfants. Et pour vous donner une idée, 86%, donc la quasi-totalité des enfants possédaient un smartphone à partir de 12 ans, en 2019. Maintenant, c'est encore plus. Récemment, on a vu un déchaînement de haine et de violence qui était lié au hashtag anti-2010 qui illustre l'effet amplificateur des réseaux et des écrans. C'est-à-dire des jeunes ont été victimes de harcèlement parce que de la part de leurs aînés au collège, au seul motif qu'ils étaient nés en 2010 et qu'ils jouaient donc mal à Fortnite. Tout est venu de Fortnite, de problème de communication sur Fortnite. Voilà, une meute s'est formée, hein, et ça a fait craindre pour l'intégrité de certains collégiens, des jeunes collégiens, au point que le ministre de l'Éducation a dû intervenir. Et comme je vous le disais, dans son livre « Les tout-petits face aux écrans », Agnès Ducanda, elle accumule les exemples et les études scientifiques qui démontrent les effets dévastateurs des écrans, particulièrement sur les plus jeunes. Alors, lesquels? On va les citer, il faut quand même les nommer. On connaît tous l'impact sur leur attention et leur concentration en classe, ou même à la maison, leur capacité à suivre, etc. Plus ils sont, écouter, leur capacité à écouter tout simplement. Plus ils sont exposés aux écrans, moins ils ont cette capacité d'attention. Ensuite, c'est la capacité à attendre, la capacité à l'effort, l'appétence à l'effort. Elle est vraiment mise en question
avec Internet parce que, enfin avec, oui, tous les outils digitaux qui sont des prothèses. Nous aussi d'ailleurs, hein, ça pose des questions diverses sur les diverses atrophies qu'on peut développer, entre autres de sa mémoire. Si à chaque fois on se rappelle plus de quelque chose, au lieu de le laisser revenir dans la mémoire, on va chercher l'information sur Google. Ou si on utilise, c'est vrai que même maintenant des problèmes de maths pour des collégiens sont résolus sur Internet. Donc il n'y a plus d'effort en fait. Il n'y a qu'à aller le chercher. Il faut juste aller bien chercher. Donc le goût de l'effort diminue réellement. Ensuite, il y a autre effet connu, l'effet sur l'incapacité à l'ennui. Pas supporter les moments de vide, pas supporter un moment où on attend, où on est là, on fait rien, où justement l'imagination de l'enfant, comme la nôtre d'ailleurs, va se développer, va se mettre en route. Beaucoup de gens disent, pour des adultes, qu'ils ont leurs grandes idées. Beaucoup d'écrivains, hein, c'est Nietzsche qui disait « Je ne crois pas dans une idée qui ne soit pas née de la marche ». Bon, ça vient en marchant. Ça vient dans des moments où, justement, l'imagination peut vagabonder, pas quand on est occupé sur un jeu vidéo, sur un réseau ou autre. Donc l'ennui qui leur fait peur aujourd'hui est pourtant une source de construction pour eux et une source de construction de leur imagination. Une grande difficulté à la frustration. Ça, c'est lié, on le verra, à l'immédiateté que propose Internet. J'ai besoin d'un truc, je l'ai immédiatement. D'accord? Ça, c'est Internet. Ça, c'est le smartphone toujours avec soi. Je remplis tout de suite. Oui, alors là, merci. La série sur Arte s'appelle bien Dopamine et elle est très intéressante. Et donc, la frustration, les enfants sont en grande difficulté à accepter des choses qui… Et d'ailleurs, ça se joue aussi dans l'éducation avec les parents qui témoignent de difficultés à gérer la frustration de leurs enfants et en particulier la frustration par rapport aux écrans. Ils peuvent faire une crise, un peu comme un drogué, très honnêtement, si certains ados, si on leur prend leur téléphone. Ensuite, il y a ce à quoi ils sont exposés en termes de contenu. La violence. Beaucoup de jeunes sont sur des mangas qui sont bon, parfois bien faits, des mangas ou des animés, comme ils appellent ça, mais où il y a une grande violence. Hein. L'Attaque des Titans, par exemple, qui est une très bonne série animée manga, elle est terrifiante de violence. Si des enfants de 10 ans, 8 ans voient ça, 7 ans, on peut imaginer que ça fasse des dégâts. Il y a le sexe, qui est complètement mésestimé par les parents, mais rappelez-vous que l'accès à tous les sites pornographiques n'est que conditionné par un clic sur « j'ai plus de 18 ans ». Donc finalement, s'il n'y a pas des barrières mises par les parents ou une surveillance relative, hein, surtout jeune évidemment, voilà, on peut avoir cette exposition-là, sans parler des expositions à de dangereux personnages sur les réseaux. Il y a le problème de l'empathie, du rapport à l'autre et de l'agressivité. Moi, je le ressens en tant qu'enseignant. Les enfants qui sont tout le temps sur les écrans sont plus agités, moins en capacité d'écoute, d'un rapport à l'autre un peu serein et donc d'empathie. Les écrans, ça n'a pas d'empathie, c'est froid. Ça n'a rien d'humain. Et d'ailleurs, petite insert, il y a une chose qui est frappante, c'est de voir qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde, les GAFAM, ou Elon Musk, sont des gens riches, donc à centaines de milliards, qui ont une influence colossale sur la marche du monde, et ce sont des gens qui ont eu toute leur enfance pour interlocuteur premier un ordinateur, et donc qui n'ont pas beaucoup de capacités, qui ont une forme d'atrophie de leur capacité d'empathie, et qui sont donc de ce fait hyper technologisants. Ils veulent absolument que tout devienne hyper technologique, quitte à ce que ça empiète sur les rapports humains. Ça, c'était un petit plaidoyer personnel. Ensuite, il y a l'isolement et la dépression dans les effets. L'isolement, ça, c'est les ikikimori japonais. Ils sont comme 300 000, je crois, aujourd'hui. 300 000 adolescents qui vivent plus chez eux qu'enfermés avec des parents qui mettent un plateau de repas tellement ils ont honte et tellement ils passent leur vie sur les écrans, les jeux, ce monde virtuel.
Sabine, vous reprenez la main? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en effet, Gilles a disparu de la circulation. En fait, je pense que peut-être problème de connexion chez Oui, lui. un petit problème de connexion chez lui. Je vais lui dire ça tout de suite. Ouais, on n'est pas les seuls. Il y en a un qui nous dit qu'il a été happé par son écran. C'est ça, à force de dire du mal des écrans. Des les écrans, en n'ont fait, plus dit. l'écran s'est vengé. Voilà, donc Gilles a entendu puisqu'il s'est déconnecté. Je pense qu'il va se reconnecter à l'instant. Il est en train de revenir, je crois. Voilà. Le voilà. Ah, le revoilà. Gilles. Ouais, je crois qu'il est en train de revenir. Pas fluide. Hein. Désolé, ce sont les aléas du direct, comme dirait l'autre, mais putain, bon, c'est un petit peu la barbe. En effet, il y a 2-3 trucs quand même qui. Oui. Je vais répondre à les questions en même temps que je vois des quelques questions, donc je vais en profiter pour y répondre en attendant le retour de Gilles. Oui, le webinaire est enregistré. Si vous êtes inscrite au webinaire, vous aurez le lien par mail d'ici, enfin très rapidement. Et sinon, direct sur notre site internet, on va mettre aussi le replay très rapidement en ligne. Voilà, dans les choses que Gilles disait, il y avait l'aspect. Moi, je voudrais insister sur TikTok. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants en âge de regarder TikTok, ils sont assez hystériquement happés par TikTok et par ces mini-vidéos de quelques secondes qui sont vraiment désormais leur référentiel en termes de temps et de rapidité. C'est-à-dire que tout ce qui se fait globalement en plus de 32 secondes avec un effet comique ou tragique ou violent, je ne sais pas quoi, immédiat, leur attention zappe. Et je ne sais pas ce qu'il en est, par exemple, de certains d'entre vous, peut-être qui ont des enfants, adolescents, essayez de leur faire regarder un film. On ne parle même pas de film en noir et blanc, mais un film avec une narration qui ne soit pas totalement hystérique, avec un truc qui se passe toutes les 2 minutes, une explosion, un machin, il n'y arrive plus, quoi. Un film un petit peu, on ne va pas parler de Mort à Venise, hein, mais enfin, vous voyez, un film avec un temps un petit peu long, au bout de 12 minutes, ils sont là, mais c'est quoi ton truc, quoi? C'est même pas en rêve, quoi. Et ils s'en vont se reconnecter. Alors, en effet, 22e groupe WhatsApp où ils se répondent des trucs, ouais, trop, de ouf, PTDR, machin. Et globalement, le truc tourne en rond, voilà. Voilà, pardon. Alors, Gilles est revenu. On va relaisser la parole à Gilles. La technologie, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à en couper des appels. Il y a eu quand même un appel. Je n'ai pas bien compris. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres appels. Oui, c'est très juste ce que tu disais, Étienne, sur le fait que les contenus sont de plus en plus rapides. Et moi qui fais des vidéos, qui fais des films, à chaque fois on me dit « Ah non, beaucoup trop long, 2 minutes 30, mais les gens vont décrocher ». Et c'est terrifiant à entendre parce qu'il n'est pas facile de développer un propos en moins d'1 minute, quoi. Un propos qui tienne la route. Donc, je suis bien d'accord avec cette vision. Et quand on regarde les grands Marvel et tous ces films qui marchent, pour les plus jeunes, il y a une explosion toutes les 5 secondes. J'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Alors, pour revenir à ce qu'on disait sur les conséquences, donc j'en étais à l'idée de l'isolement avec les hikikomori japonais qui étaient donc des enfants, des adolescents qui vivent complètement isolés. Ça mène à la dépression, ça. Et ça, c'est très fortement corrélé au taux de suicide, à l'augmentation du taux de suicide, hein, qui a doublé pour les plus de 15 ans sur les 2 dernières années, je crois, aux États-Unis. Pour les filles, pardon. Ensuite, il y a une autre. Alors là, ça a été identifié, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'étude Instagram, c'est la mésestime de soi. C'est-à-dire que, et ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour les adultes aussi. Quand on va sur les réseaux, on est confronté à ce qu'envoient les autres. Ce qu'envoient les autres, c'est le top. Ils n'envoient pas leurs plats ratés, leurs vacances pourries, ou quoi. Non, ils n'envoient pas ça. Ils n'envoient que quand c'est au top, au mieux. Et donc, et c'est pareil sur Instagram où les filles, les garçons plus ou moins, mais surtout les filles, s'envoient des images d'elles-mêmes où elles sont au top, etc., etc.
Et, et donc, ça entraîne structurellement une mésestime de soi chez les autres, parce qu'on croit que les autres sont ce qu'ils montrent. Et donc, on a l'impression d'être très insuffisant. Nous, on n'a pas la chance de partir en vacances aux Maldives. Nous, on n'a pas la chance d'être mince. Nous, on n'a pas la chance de ceci, de cela. Et ça crée chez beaucoup d'enfants une mésestime de soi. Moi, ma fille, pendant le confinement, a eu 3 de ses meilleurs amis, très bonnes élèves en classe, etc., qui ont sombré dans une anorexie très grave. Parce qu'elles avaient commencé sur Instagram, et qui s'est terminée à l'hôpital, hein, pour 2 d'entre elles, parce qu'elles avaient commencé sur Instagram à se trouver trop grosses. Et donc, elles avaient commencé cette boucle qui peut mener à une forme d'anorexie. Ensuite, évidemment, le corps et la sédentarité, hein, quand on ne bouge pas, et ben le corps, ça entraîne plein de problèmes potentiels. Évidemment, l'obésité, elle vient à l'esprit, mais il y a aussi tout l'enjeu pour les yeux, la lumière bleue, la myopie, donc tout l'enjeu optique pour les yeux, les problèmes cardiaques, parce que tout vient de la circulation, justement, quand on fait un peu d'exercice, qu'on marche, qu'on fait, voilà, et puis même l'immunité. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un corps et que ces écrans nous transforment en cerveau sur pattes, assis sur un sofa ou une chaise, ou dans son lit au pire. Et puis, dernier impact, le sommeil, évidemment. Où là, le sommeil, il n'a cessé de chuter dans les pays occidentaux, pour les enfants comme pour les adultes. C'est Jonathan Crary qui a, dans son livre « Le capitalisme à l'assaut du sommeil », fait tout un point là-dessus qui est assez édifiant sur la baisse du niveau de sommeil. Or, chez les enfants, on le sait tous, c'est très important pour leur régénération, leur équilibre. Voilà, donc de là, une question s'impose, c'est si les enfants courent un risque d'addiction avec les écrans, il est nécessaire de les éduquer, de les prémunir et surtout de faire prendre conscience aux parents des dangers auxquels ils exposent leurs enfants en les exposant sans contrôle aux écrans. C'était une pédagogue américaine qui disait que laisser une tablette sur la table au milieu du salon, c'est comme laisser un petit tas de cocaïne à des adolescents. C'est pour montrer que c'est du même niveau d'addiction. Et on va voir pourquoi. Alors, pour justement aller vers les solutions, on va déjà essayer de comprendre le phénomène en identifiant les causes. Alors, quelles sont ces causes? La première des causes, elle est toute bête. C'est qu'on est des animaux et que donc tout ce qui bouge dans notre champ de vision, tout ce qui fait du bruit attire notre attention mécaniquement. Et il y a une vidéo très connue qui était que des enfants, on les mettait devant des tablettes à table aux États-Unis et petit à petit, alors qu'ils étaient en train de jouer, des adultes changeaient tout le décor. Tout le décor changeait, les chaises changeaient, les tableaux changeaient, ils ne s'apercevaient de rien. Leurs parents changeaient, ils ne s'en apercevaient pas. Et c'était seulement quand on coupait le Wi-Fi que d'un seul coup, il y avait une espèce de retour à la réalité. Donc, tout ce qui bouge capte notre attention. On est fait comme ça, un animal, si ça bouge, c'est soit une proie, soit un prédateur, donc il a raison de bouger à son tour. La deuxième raison, c'est que, ça c'est ce que je développe dans un livre qui s'appelle « Tout s'accélère », qui est né du film « Tout s'accélère ». Alors, j'en profite pour dire qu'on peut le voir en VOD ou on peut commander le DVD si on préfère, parce qu'il y a des bonus sur le site www.toutsaccélère.com. Tout s'accélère sans accent ni apostrophe. Et sur ce site, il y a aussi un dossier pédagogique sur la question du rapport au temps et de la course contre le temps de notre société, avec tout un chapitre sur l'addiction aux écrans avec des exercices pour les enseignants, en fait. C'est destiné aux enseignants et c'est en accès libre. Et donc, du film est né un livre qui s'appelle « Tout s'accélère » qui a été édité chez Erol, Comment faire du temps un allié, où j'essaie de trouver des solutions, mais aussi d'expliquer le phénomène. Et je parlais du phénomène de loup dans la bergerie. C'est-à-dire que ce qui a vraiment changé, c'est le fait que l'objet qui nous connecte aux écrans, à ce qui bouge, ce qu'on disait, il est tout le temps sur nous. C'est le smartphone. Et c'est ce qui fait une addiction qui vient en particulier, merci pour le lien, ce qui fait en particulier qu'il y a un phénomène de répétition. C'est Aristote qui disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». Ça devient ce que nous sommes. Un pianiste qui répète des heures, il va intégrer le piano et devenir un virtuose, etc. Mais de la même manière,
quand on est en permanence sur Internet et qu'en permanence on sort cet objet, ça devient un réflexe, un automatisme pour justement remplir le temps. Dès qu'on a un temps vide, les adolescents, hop, sortent ça. Et en plus de ça, ça répond immédiatement à nos désirs. C'est-à-dire que Internet a la force de répondre immédiatement à tous nos désirs, à nos frustrations. On se sent seul, ben, on va sur Instagram, sur Facebook, on a envie d'acheter un truc, ben, on va sur Amazon, sur Vinted, etc. On a une question, Google y répond avant même qu'on ait fini de taper la question. Donc tout ça va très vite. Et cette immédiateté technologique, elle procure un soulagement rapide auquel on s'accoutume, même s'il est superficiel et pas vraiment suffisant. Et donc, ça fait penser comme à une drogue pour les auquel les enfants sont particulièrement vulnérables et ils se révèlent souvent incapables de se fixer des limites. On le sait tous, mettez un enfant devant un jeu vidéo sans horloge, sans rien, il va y passer son après-midi, il n'aura rien vu passer. Donc, voilà, et plus globalement, ainsi habitués à l'efficacité, à l'instantanéité des machines, les enfants comme nous ne savons plus attendre. C'est une forme d'impatience qui se crée puisque l'objet répond tout de suite à nos besoins. Pourquoi le monde ne répond pas pareil? Pourquoi le prof ne répond pas pareil? Et voilà. Ensuite, on est dans une société de l'illimité. Autre cause. Il y a une chose qui est illimitée, qui est le piège le plus terrible qui a été inventé récemment, c'est le scrolling. Quand on se met sur Instagram et qu'on scrolle, c'est-à-dire qu'on fait défiler comme dans les machines à sous le fil d'actualité, pareil pour Facebook, ça n'a pas de fin. Et cette absence de fin, elle fait écho à notre société de l'illimité, au fait que c'est ça, c'est les forfaits illimités, tout semble illimité, même si on prend conscience des limites de la Terre petit à petit. Autre cause, l'accoutumance aux sensations fortes, c'est-à-dire on s'accoutume, et c'est ce que disait Étienne, à des films où ça explose, où il y a de l'adrénaline partout, et finalement tout paraît pâle et sans intérêt, sans saveur à côté, comme ceux qui font par exemple du Call of Duty ou des jeux très stressants, etc. Ça donne beaucoup d'adrénaline, un peu comme ceux qui font des sports à risque et qui ont du mal à s'en passer, ben, c'est la même chose. Et ça nous aussi, il y a une accoutumance à la dopamine. La dopamine, c'est le circuit de la récompense et c'est tous ces likes, tous ces flammes, tous ces trucs qui disent, où les uns disent aux autres, j'ai bien aimé ton post, j'ai bien aimé ta photo, j'ai bien aimé, je t'aime, quelque chose qui fait illusion de récompense. Mais le point fondamental que je voulais partager avec vous au niveau des causes, parce qu'elle touche aussi les adultes et elle fait comprendre pleinement la course contre le temps dans laquelle on est engagé, c'est la notion d'exponentielle. La notion d'exponentielle, c'est une courbe qui va très, très vite vers le haut, vers les limites. Il est fondamental de comprendre cette fonction mathématique parce que c'est à cette fonction qu'obéit notre économie, notre consommation de biens matériels et de communication et de biens immatériels. Alfred Bartlett, un chercheur américain, disait que tout le problème de l'humanité tient dans le fait qu'elle ne sache pas, elle ne comprenne pas ce qu'est l'exponentielle. Et l'exponentielle, c'est comme le principe du doublement. Toute croissance, en fait, aboutit à un développement exponentiel. Et un développement exponentiel, c'est comme un doublement périodique. Alors, c'est quoi un doublement, pour vous en donner l'idée? C'est-à-dire que pour vous rendre compte comment on... Alors, qu'est-ce qui obéit à ça? C'est en particulier nos communications. Les SMS, les WhatsApp, tout ça, tout ce qu'on reçoit obéit à un développement exponentiel. Quand on regarde les courbes du nombre de SMS, de WhatsApp, d'Instagram, de messages Instagram qui sont partagés, ça obéit à une fonction exponentielle. Alors, c'est quoi une fonction exponentielle? Si on a, par exemple, une feuille, et qu'une feuille, on va la plier 2 fois sur elle-même, puis encore une fois, donc une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Donc, une fois, ça fait 2 épaisseurs, puis ensuite 4, puis ensuite 8, puis ensuite 16. Et imaginons qu'on puisse la plier 50 fois sur elle-même, cette feuille simple. Quelle épaisseur obtiendrait-on? Personne, en général, n'est à même d'imaginer que c'est la distance Terre-Soleil. De la même manière, si un bébé continuait à croître comme il croît dans le ventre de sa mère dans les tout premiers mois, c'est-à-dire extrêmement rapidement, les cellules se démultiplient, en 2 ans, il aurait la taille de la Terre. Donc, c'est pour montrer la puissance de ces développements exponentiels. Ils vont très, très vite aux limites.
Or, on l'a compris avec le Club de Rome que ça mettait en jeu nos ressources terrestres, mais on n'a pas compris que ça met aussi en jeu les ressources psychiques des individus. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à un flux toujours, on pourrait dire, submergent de communication, d'informations disponibles. Et pourquoi c'est très important de prendre conscience de ça et de le faire comprendre aux enfants quand on leur en parle, c'est pour leur faire comprendre qu'ils ne seront pas à la hauteur de ça. Ça va les submerger tôt ou tard. Et donc, qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors déjà, ça fait déculpabiliser. Ce n'est pas de ta faute si tu ne réponds pas à tes copines ou à tes copains tout le temps. Tu ne pleuras pas. Ce n'est pas humain. Donc, ça déculpabilise. C'est pareil pour nous hein, aussi, adultes. Par rapport à ce qu'on appelle le fear of missing out, qui veut dire la peur de passer à côté de quelque chose, ce qui est souvent ce qui nous rive sur les écrans, etc. Là, et en particulier les enfants dans leur groupe, mais là, quand ils comprennent ces développements exponentiels des communications, ils comprennent que voilà, ça les dépasse et qu'il faut renoncer à certaines choses. Voilà, autre cause qui commence à être très connue, mais très important de leur en parler, c'est qu'il y a des algorithmes extrêmement bien programmés par des petits génies dont le seul but est d'étudier notre comportement et d'étudier le comportement de vos enfants, comment ils se connectent, quelle heure, quoi à quelle heure, etc. Il corrèle avec d'autres cas et il va faire en sorte de vous proposer en permanence le contenu que vous êtes susceptible de choisir, le plus susceptible de choisir, parce que le but est de capter votre attention longtemps. C'est l'exemple des clips sur YouTube où on va vous proposer de la musique que vous aimez bien, puis une autre que vous aimez bien, puis une autre, et puis on n'arrêtera pas. Mais c'est pareil aussi pour tous les Instagram, etc. Et ça, il faut comprendre qu'il y a des petits génies qui programment ces algorithmes. Et on est un peu les dindons de la farce quand on se laisse prendre dans ces algorithmes, et c'est ce qu'on peut plaider auprès des enfants. C'est effectivement un rapt du temps de cerveau disponible, absolument. Je vois cette remarque qui est tout à fait ça. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais insister au niveau des causes et qui est fondamentale, c'est la chute de la communication intrafamiliale. Ça, c'est un des plaidoyers que je vais faire aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai plein d'enfants qui témoignent, mes maîtres, vous êtes gentils, mais moi à la maison, quand je rentre, ma sœur, elle est sur le smartphone, mon père, il est sur la télé, et ma mère, elle traite ses mails par Internet, que sais-je, mais ils sont renvoyés à du vide. Ils n'ont pas de regard, les enfants. C'est pas étonnant qu'ils se rabattent sur des écrans si on leur offre aucune autre alternative. Et cette chute de la communication intrafamiliale, elle est à la racine du problème dont je me suis saisi avec Étienne, qu'est la chute du vocabulaire. Parce que où est-ce que l'enfant apprend à parler? Où est-ce qu'il apprend le vocabulaire? Avant de l'apprendre dans les livres, dont la lecture chute aussi, mais d'abord, c'est avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les gens. Quand plus personne se parle, le langage s'effondre. Voilà, ça c'était pour le plaidoyer. Maintenant, pour en venir aux solutions, comment on peut faire avec nos enfants ou avec les adultes, avec les parents, parce que récemment j'étais en Vendée où une élue locale disait qu'il est devenu impératif d'éduquer les parents maintenant à cette question. Et je partage son opinion. Donc les solutions, elles sont à la fois pour vous en tant que parents, mais aussi pour vous en tant que personne en lien avec des parents. Alors d'abord, c'est de déculpabiliser. D'abord, je tiens beaucoup à ce terme-là, parce qu'on se sent souvent coupable quand on n'est pas sur les réseaux, quand on n'est pas assez connecté, etc. Donc déculpabiliser en mettant avec l'enfant un nom sur les mécanismes à l'œuvre, dans l'économie de l'attention, justement, ce dont on parlait, et d'une certaine manière, une prise de conscience avec lui des dimensions utiles qu'il nomme. Où est-ce que c'est utile? Où est-ce que ça te fait du bien? Et puis des effets délétères à haute dose. Tout ça, l'idée, c'est de faire verbaliser l'enfant sur les effets positifs comme sur les effets négatifs. Mais il doit arriver à verbaliser les deux. Ensuite, l'inviter à être maître du jeu. Ça, c'est ce que je disais par rapport au fait de lui dire, regarde, il y a des petits génies qui programment ça pour capter ton attention. Et toi, tu es le dindon de la farce, hein, tu es un peu le couillon, hein, donc ça, ils n'aiment pas. Donc, leur faire comprendre ça et les inviter à redevenir maître du jeu à travers deux règles, c'est savoir ce qu'on va chercher, ce qu'on va regarder à l'avance. Ce n'est pas aller sur Internet pour voir ce qu'Internet propose, c'est savoir ce qu'on va rechercher. Et ensuite, c'est de fixer une durée quand on commence à se connecter.
c'est-à-dire mettre un timer, un minuteur, une demi-heure, et puis voilà, dans une demi-heure, ce sera arrêté. Ça va avec la troisième solution, qui est évidemment la plus connue, cadrer, limiter l'usage des écrans. Là, je crois vraiment dans l'autorité parentale et la nécessité pour les parents d'assumer pleinement une autorité qui va parfois pas faire faire plaisir aux enfants. Et c'est comme ça. Autrement, parce que, et moi je donne l'exemple en tant qu'enseignant d'enfants que j'ai recadrés très fortement, qui étaient très difficiles, etc. C'est ces enfants-là qui, à la fin de l'année, m'accrochent en voulant plus me quitter, en disant « Maître, je ne veux pas partir », parce que je me suis occupé d'eux quand même aussi. Donc, cadrer, limiter, c'est aussi s'occuper de l'enfant, c'est l'aider. Ou alors, moi, une chose que j'utilise beaucoup en tant que parent, c'est conditionner l'usage des écrans. Conditionner l'usage des écrans, tu fais tes devoirs et là, tu auras le droit à, tu lis 50 pages du livre là, que tu aimes bien en ce moment, hop. Mais alors ça, j'insiste beaucoup sur la lecture parce que c'est un des trucs que les enfants, quand ils rentrent dedans, aiment. Et ça fait concurrence bien aux écrans. Orienter l'enfant vers les bons usages des écrans, ça je l'ai dit, mais bon, il y a Lumni, le site Lumni, il y a des documentaires, des conférences, il y a des très bons podcasts sur Radio France, excellents pour les enfants. Il y a des applications, dont une que je vous recommande, je me permets, je n'ai pas d'action dedans du tout, je ne crois même pas que ce soit côté, mais ça s'appelle Roi des maths, elle est géniale et elle coûte pas grand-chose. Et puis, bon, il y a pour le français, il y a aussi des petites applications si on veut, mais l'idée, c'est vraiment de lui dire qu'est-ce que tu fais du temps que tu as sur Internet. Parce que si l'enfant se met à faire du montage, des vidéos, c'est sa passion, on ne va pas considérer ça de la même manière que de passer 3 heures sur sa console devant la télé, sur un jeu X ou Y. Ensuite, il y a dans les choses à prendre en compte pour aider l'enfant, il y a le modèle des parents. Vous connaissez le « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Très souvent, les enfants sont les supports de notre propre acrimonie à notre propre égard. Où on dit oui, j'en peux plus de ces enfants tout le temps sur leurs écrans quand on y est soi-même. Alors, une technique que je vous invite à considérer, que je fais avec mes élèves, que j'invite mes élèves à faire et que je fais avec mes enfants, c'est que je demande à mes enfants de me surveiller. C'est-à-dire qu'ils ont un droit de regard. Ils peuvent intervenir si je suis chez moi, arriver et dire mais là, papa, ça fait combien de temps que tu es sur les écrans? Tu te moques du monde? Et ça marche vraiment bien parce que ça leur fait voir que les autres sont sur les écrans. Ça nous fait voir, nous adultes, qu'on est aussi trop sur les écrans. Et donc, ça a une vertu. Ensuite, il y a la respiration et la reconnexion au corps. Ça, c'est de la méditation que je fais tous les matins avec ma classe, que je fais de temps en temps avec mes enfants. Respirer, juste respirer, en conscience, profondément, en se reconnectant aux sensations du corps, c'est se rappeler qu'on a un corps dont nous coupent très souvent les écrans. Autre moyen de se rappeler qu'on a un corps, le contact à la nature, il n'y a rien de tel, ça c'est connu comme le loup blanc, puis les enfants adoreront ça toujours. Les liens sociaux réels, favoriser des moments où avec ses amis qui viennent à la maison plutôt que sur Internet. La musique et la radio, je l'ai dit. La place de la spiritualité aussi, c'est-à-dire la religion pour certains, la philosophie pour d'autres. Mais faire réfléchir l'enfant, prendre du recul, c'est lui donner un autre sens du temps aussi. Et puis, un point qui coule de source, vu le lieu de cette conférence, c'est les jeux de société, qui réunissent énormément de choses. Par exemple, ça apporte en termes de langage, c'est un des moments d'échanges familiaux très forts, comme le repas en termes de langage, donc des temps très importants. C'est aussi une éducation à la frustration, dont on parlait. Les règles, il faut les respecter, c'est comme ça. Il faut attendre son tour, donc c'est une éducation à l'attente aussi, à la concentration dès qu'on fait un peu de stratégie, ou dès que même un memory, c'est de la concentration, à la coopération aussi pour les jeux de plateau, et à la stratégie. Donc ça fait quand même beaucoup d'atouts pour contrer les effets et puis remplacer un peu les jeux. Voilà, et puis donc le point clé, c'est le temps passé ensemble en famille. Voilà, c'est un point, c'est que l'amour et le langage sont souvent victimes de notre course. Voilà, j'aurais pas mal de choses à dire. Là, je vais prendre, est-ce que j'ai le temps de le lire? Non, je l'ai dit, mais je vais faire une vidéo dans laquelle j'ai
vraiment un cri d'alarme, si on peut la relayer, sur cette question où j'invite les parents à vraiment prendre en main cette question, parce qu'en tant qu'enseignant, je jette vraiment un cri d'alarme. Je rappelle que dans la phrase de la Bible, hein, peu importe si on est croyant ou pas, c'est au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et aujourd'hui, le niveau de langage vraiment se racornit comme peau de chagrin, et c'est un vrai, vrai enjeu. Qu'est-ce que vont devenir nos enfants si comment ils vont faire pour penser, pour réfléchir, pour dire ce qu'ils ressentent, pour se faire comprendre. Et il ne faut pas oublier que c'est ce qui conditionne énormément ce qu'on va devenir dans la société, notre niveau de langage. Voilà. Donc, c'était un plaidoyer dans ce sens et un plaidoyer pour passer du temps. Je conclue juste, je finis là-dessus. Je dis, vous voulez construire un monde meilleur demain, vous aimez vos enfants, vous voulez leur bien vraiment, vous voulez qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent, s'épanouissent, alors éteignez les fausses lumières des écrans et parlez-leur, embrassez-les, communiquez, jouez, riez avec vos enfants. Voilà, je conclurai là-dessus. Ah, on ne t'entend pas, Étienne. Oui, en effet. Non, d'accord. Ah, hop, voilà, c'est bon. Je remets le son, comme dirait l'autre. Et je remets le son. Merci beaucoup, Gilles. C'était passionnant et je pense que tout le monde a vraiment, enfin, la discussion à côté était tout à fait animée. Pour vos questions-réponses, on a encore quelques minutes, donc allez-y, posez-les dans le petit Q&R en dessous de vos écrans. Gilles répondra peut-être à quelques-unes ou à toutes. On verra un petit peu comment ça se passe. Je reviens juste sur 2-3 trucs que Gilles a dit qui m'ont un petit peu moi marqué personnellement. Ce qu'il disait juste à la fin là, sur la perte de vocabulaire des enfants qui implique la perte de faculté à formuler une pensée complexe. Voilà, c'est ça qui est compliqué parce que voilà, les enfants, au fur et à mesure qu'ils savent moins s'exprimer, sont moins capables de conceptualiser, d'aller dans le détail, d'aller dans la subtilité. Et on en est sur et on a des comportements qui sont de plus en plus, en effet, reliés à leurs émotions directes. Je veux, je prends. Enfin, voilà. Donc, tout ça a évidemment des conséquences et aura des conséquences tout au long de leur vie. J'ai bien aimé aussi cette expression, la fear of missing out, c'est-à-dire la peur de passer à côté d'un truc. Si je suis pas, et ça, vraiment, les adultes la connaissent aussi. Hein, si je regarde pas mes mails toutes les 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Voilà. Je vais louper un mail, je vais louper une notification, je vais louper un truc sur Insta. Et donc, évidemment, la solution basique, on revient au temps, la solution basique, Gilles l'a dit, c'est de passer du temps ensemble, c'est du temps ensemble. Voilà, tout ça est important, le temps et ensemble, c'est important aussi. Pour faire quoi que ce soit, on s'en fout. Pour faire la cuisine, pour s'engueuler, c'est formidable de s'engueuler. Et bien entendu, et là je boucle la boucle, pour faire des jeux de société. Voilà. Alors, Sabine, est-ce que vous avez noté des questions à relayer auprès de Gilles ou est-ce que les uns les autres peuvent… j'ai même vu des petits cœurs sur les remarques, c'est formidable. Gilles, vous avez fait une conquête. Est-ce que Sabine, il y a des questions que vous voudriez relayer? J'ai une personne qui se pose la question en disant qu'est-ce que les enfants apprendront à leurs propres enfants? Ben là, c'est très, très difficile d'y répondre. Ça fait penser à l'Émile de Rousseau, dans lequel il dit, moi ça m'a beaucoup marqué, ça, il dit, vous ne pourrez jamais savoir le monde dans lequel vont vivre vos enfants. Vous ne pouvez même pas le deviner, en fait. Donc, vous pouvez pas, il dit que dans l'éducation, justement, il ne s'agit pas de leur donner des connaissances absolument figées et innombrables, mais plutôt la capacité de jugement, et donc justement le langage, c'est fondamental, et aussi, il dit, voilà, l'amour ou la présence, c'est-à-dire, mais globalement, il dit, voilà, on ne peut pas connaître le futur. Et je serais assez d'accord, parce que dans Tout Sacré-L'air, je le montre tout autant que ça change à une vitesse folle, le monde change très vite, et dans l'espace de 30-40 ans, il devient très, très difficile de conjecturer, je trouve, aujourd'hui.
Et je raconte déjà dans Tout l'or du monde, le livre que je viens de sortir, qui est une mise en abîme du rapport à l'argent de nos sociétés, parce que comme j'étais dans la finance avant, voilà, et de la prédominance de l'argent sur nos sociétés, quand moi j'ai trouvé dans mon métier énormément de gratification, mais non rémunérée, quoi, enfin pas spécialement rémunérée. Et donc tout ça pour dire que dans le livre, on voit déjà, je parle de ce changement que j'observe, ça fait 15 ans que je suis enseignant, avec des enfants qui étaient beaucoup plus à même de discuter. Aujourd'hui, ils disent, j'arrive beaucoup, ça c'est autre chose que je voulais dire, c'est ils disent beaucoup, j'arrive pas à le dire, maître, ils lèvent le doigt, j'arrive pas à le dire, il faut que je vienne les aider à formuler leurs pensées. Et donc, c'est un enjeu. Maintenant, il y aura, je vous dis, je ne peux absolument pas conjecturer le futur. Honnêtement, ça me paraît difficile. Et d'autant plus que si on veut être juste un tout petit peu optimiste, ces outils, ils ont 10 ans, 10, 15 ans. Et donc, c'est normal qu'on s'adapte seulement maintenant, qu'on comprenne maintenant les enjeux négatifs qui accompagnent des choses qui peuvent être jugées comme positives aussi. Et encore, tu parles de quelque chose, enfin, tu parles de Rousseau, quoi. Je dirais, à son époque, le monde avançait comme un escargot. Je dirais, on parle du XVIIIe siècle. Et voilà. Oui. Aujourd'hui, je montrais hier un compte TikTok à quelqu'un qui me disait juste, elle ne comprenait pas de quoi ça parle. Elle regardait TikTok, elle voyait pas ce que ça voulait dire, l'espèce d'humour sur TikTok, ça l'imprimait pas. Je dirais, une personne qui est pourtant relativement sur les écrans, mais en 2 ans, TikTok, ça a 2 ans, quoi. Et c'est un truc qui, on a basculé dans d'autres référentiels que les gens qui ne sont pas connectés là-dessus peuvent juste pas capter. Donc, il y a une sorte, tu parlais d'exponentielle, il y a une accélération là aussi exponentielle de tout ça, où on est de plus en plus vite largué aussi, quoi. Oui. Et donc, on a aussi des questions sur oui, je lui donne un téléphone pour aller à l'école, ça me rassure. Que répondre? Oui, mais je pense que Gilles l'a dit, le téléphone, ce n'est pas mauvais en soi. Il y a plein d'usages formidables. C'est le contrôle du sur-engagement, du sur. Donc voilà. Donc le gamin et son téléphone. Aujourd'hui, celui qui n'est pas sur son groupe WhatsApp de l'école, de la classe, on peut pas. Peut-être qu'on peut pas non plus le priver de ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais. Si, de toute façon, la clé, c'est de s'adapter à son temps et puis pas de passer pour des bourreaux. Mais tout est une question d'âge. Le fondamental, c'est vraiment comprendre que tout est une question d'âge. C'est-à-dire, mais ça, c'est l'OMS, beaucoup de travaux vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, avant 3 ans, avant 2 ans, pas d'écran, de 4, très, très limité, 4, on y va un peu plus. Et puis, c'est quelque chose qu'on introduit progressivement et le smartphone, effectivement, le plus tard possible, le collège étant le moment, le passage un petit peu obligé. Mais pour moi, ce qui est très important, je ne sais pas si je l'ai bien dit ça, c'est que les enfants développer la capacité d'auto-limitation des enfants. Parce que quand ils auront 18 ans, de toute façon, vous les aurez perdus. Vous ne pourrez pas leur dire « donne-moi ton portable avant d'aller te coucher ». Pareil pour… etc. Donc, faire prendre conscience vraiment à travers des discussions avec ses enfants, nourrir, régulière, il ne faut pas répéter, il ne faut pas oublier que c'est par la répétition que l'enfant finalement apprend, il ne faut pas hésiter à lui répéter les choses, tout en reconnaissant les effets positifs. Donc, reconnaître les effets positifs et d'un autre côté, lui faire verbaliser comment il se sent après avoir joué 2 heures, 3 heures sur la console. Tu te sens bien? Faire verbaliser tout ce qu'il a fait quand il n'était pas connecté, quand il a dessiné. Valoriser tout ce qu'il fait non connecté, c'est-à-dire les dessins, les choses comme ça. Et puis, les jeux de société, c'est une forme de valorisation de l'enfant puisqu'on joue avec lui. Donc, tout ça, c'est un travail pour que l'enfant soit capable de s'auto-limiter. Je pense que c'est vain de vouloir lutter contre l'envahissement des écrans en soi. Enfin, non, l'utilisation des écrans, d'autant plus ils peuvent vraiment, c'est vraiment qu'une question de mesure. Bien utilisé, ça devient fort utile. Hein. Mais toute la difficulté, c'est que c'est addictif. Voilà. Et ça, oui, leur faire prendre conscience, bien sûr, de cet aspect-là. L'aspect addictif, ça, il faut pas les comparer à des… Moi, je leur dis souvent, mais vous êtes des drogués. Et je leur dis, mais moi aussi, je suis un drogué. Hein, comme ça, pour plaisanter. Et puis, ouvrir la discussion sur tout ça. Ce serait surtout savoir mesurer le temps, en fait. Alors ça,
Aïe. Pour le coup, c'est l'utilisation du timer. C'est-à-dire vraiment, moi, ça, je le fais avec mes enfants. C'est-à-dire que tu veux l'iPad, OK, on lance le timer. Et puis, quand c'est une demi-heure est passée, s'il ne lâche pas dans les 5 minutes qui suivent, il n'a plus pour une semaine. Alors ça, comme ça permet, le timer, c'est un excellent outil parce qu'en fait, ça arrête l'enfant et puis il s'habitue à s'arrêter. De la même manière qu'on s'habitue à être tout le temps sur ces outils-là. Toujours une question de répétition, d'habituation. Gilles, il y a Monsieur Garçon, qui est d'ailleurs prof à l'Université de Créteil, spécialiste de pédagogie ludique, oui. qui demande où connaître le jeu de tes prochaines conférences, le lieu de tes prochaines conférences. Alors en général, je le mets sur Facebook. Bon, malheureusement, ça j'adore parce que fondamentalement, on est tous dans des contradictions phénoménales. Mais bon, pour être au fait, c'est essentiellement la page Facebook sur laquelle je communique dès que c'est des conférences ouvertes. Parce que je fais aussi des conférences en entreprise, des conférences. Je fais dans absolument tous les milieux parce que je fais beaucoup de conférences sur la question du temps, hein, moins sur la question des écrans. C'est vraiment un témoignage d'instituteur. Mais comme je fais aussi des films, etc., je travaille, enfin, je discute avec les gens sur cette question de la course contre le temps qui touche absolument tout le monde et qui est vraiment une vraie question existentielle aujourd'hui. Comment on a réussi à faire du temps un ennemi? Voilà. Mais donc c'est sur la page Facebook, c'est Tout s'accélère le film ou Gilles Vernet, ma page perso que j'utilise d'abord pour les enjeux professionnels. Et en effet, il y a une autre question sur, si tu as encore un petit peu de temps, mais pas beaucoup, je sais, sur le problème d'isolement des gens qui ne seraient pas dans les pratiques du groupe, quoi, en quelque sorte, pour lequel à l'âge adolescent, ça peut être aussi problématique de ne pas être connecté à son groupe d'amis, de ne pas avoir exactement les mêmes pratiques. Oui, je note juste que là, il y a des choses qui passent. Le site Yapaka, tu pourras me faire une synthèse des solutions proposées par les gens ou des pistes, parce que j'ai vu beaucoup de petits messages passer très intéressants dans le fil de discussion. Et donc, par rapport à l'isolement, c'est une vraie question. Parce qu'en même temps, si on fait comprendre à l'enfant à quel point il y a un isolement à être exclusivement derrière son portable. Bon, j'ai une anecdote, moi, c'est le jour où j'ai offert un portable, l'année de 5e où j'ai offert un portable à ma fille. Elle l'a eu une semaine ou deux avant son anniversaire et ses copines sont arrivées. J'arrive dans la chambre et je vois 5 jeunes enfants se parlant plus et tous sur leur écran comme ça. Et j'étais un peu énervé et je dis, je prends les 5 smartphones, vous me donnez vos 5 smartphones. Ils me regardent tous comme si j'étais un bourreau. Ma fille pleure, tu me fais là, tu me fous la honte, etc. Et puis, 1 heure après, je revenais dans la chambre, elle riait, elle jouait, ça va mieux, etc. Et tout s'est très bien passé. Au contraire, elles m'ont remercié le lendemain, même si à 11 heures, elles attendaient bel et bien que je leur rende leur portable. Mais encore une fois, voilà. Et mais tout ça, elles étaient ensemble, mais isolées les unes des autres. Donc, c'est de faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'est vraiment l'isolement. Et ensuite, c'est aussi une question d'assise personnelle, c'est-à-dire que, mais ça, voilà, lui faire comprendre ce qui est important, ses vrais amis, l'amitié, l'amour qu'il peut avoir autour de lui ou qu'elle peut avoir autour d'elle. Voilà, c'est de faire comprendre ce qu'est vraiment la non-solitude, c'est le rapport à l'autre, etc. Mais je ne crois pas qu'il faille couper. Interdire à son enfant d'être sur un groupe WhatsApp en soi, mais c'est surtout l'idée tout simplement de déconnecter, c'est retirer l'accès à l'objet à l'enfant régulièrement à la journée. Enfin, moi, c'est ce que je crois beaucoup, parce que ça devient une habitude. Voilà. Oui, c'était dans ce sens-là que je voulais dire la mesure tout à l'heure. Savoir mesurer, en fait, c'est accéder à tout, mais à juste mesure. Absolument, absolument. Une petite dernière question, Gilles, c'est possible ou pas? Oui, vas-y. Il y a une personne qui pose la question c'est peut-être un petit peu éloigné, mais c'est l'importance des ateliers de parentalité Ah oui, dans tous les milieux et pas seulement en REP.
et de Oui, oui. l'importance Ah, de convaincre l'inspection de travailler avec les ah, structures de l'éducation nationale autour de ça. alors, excellente question et totalement enjeu majeur. Moi, je me bats un peu. On est tous d'accord dans l'équipe sur le constat et on veut faire quelque chose cette année. J'ai proposé des choses, mais effectivement, c'est pas. Il y a des enjeux de lobby, clairement. Nous, on nous a donné des tablettes en classe, etc. Donc, il y a. Ça n'a pas été tellement relayé, mais il est absolument vital, ça j'entends ça partout en ce moment, ce constat dans le monde enseignant, il faut éduquer les parents. Et cette année, j'ai envoyé aux enfants, pardon, je n'ai pas envoyé, qu'est-ce que je dis? J'ai fait une réunion avec tous les parents en début d'année et je leur ai donné un papier, une copie recto verso avec marqué votre enfant et les écrans et synthétisant des choses que je vous ai dites là, mais et plein d'autres. Et ils m'ont remercié, mais j'ai fait un point de 20 minutes là-dessus pour les avertir, leur demander. Et à la fin, ils sont tous venus me remercier en disant merci. Je me rendais pas compte à quel point j'avais pas compris que, etc. Donc il y a un besoin. Alors, oui, ce doc, je peux vous le. Alors, je peux donner mon adresse email ou comment on fait, Étienne, si vous voulez que je vous transmette des documents. Enfin, ce document, voilà, ça coûte rien de. Bah, Moi, je pense peut-être. qu'on va Gilles le transmet à Étienne et on le joint Ouais, au replay du webinaire. Qu'est-ce d'accord. que vous Du en pensez? webinaire, de même qu'on synthétisera les ressources qui ont été Oui, citées là dans le fil de discussion. tout à fait. Oui, c'est ça, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai vu passer, et puis là, je peux pas répondre et lire en même temps. Et il y avait l'air des trucs très intéressants. Tout à fait. Alors, il y a une dernière personne, je comprends tout à fait, qui dit, c'était tout à fait, enfin, globalement, j'espère qu'elle a trouvé ça intéressante, mais qui dit c'était intéressant, mais quel rapport avec le, c'est pas le sujet c'est pas le sujet qui était annoncé, le rapport avec le temps, on a parlé des écrans. Alors, je pense que vous avez quand même compris que les deux étaient liés, quoi. C'est-à-dire que, en effet, le problème des écrans, c'était que c'était des aspirateurs de temps disponible. Hein. Voilà. C'est un peu ça, c'est peut-être le principal sujet de la construction du rapport au temps aujourd'hui avec les enfants. Mais c'est vrai, et là, pour le coup, c'est peut-être un peu moi qui ai mal formulé le sujet j'aurais peut-être pu le tourner un peu différemment, plutôt dans ce sens-là. On n'a pas parlé réellement, en effet, stricto sensu, du rapport au temps des enfants. On est parti assez vite sur les écrans. Mais quand je vois les réactions des uns des autres, je me dis quand même que ça, voilà, on était dans on a su, Gilles a su magnifiquement capter l'intérêt. Et voilà. Hein, donc, Oui, oui, oui. Là, pardon en si l'occurrence, pardon si l'énoncé de la conférence était peut-être plus sur le temps que sur les écrans. J'aurais peut-être pu un peu mêler les deux, mais voilà. oui. Alors, il y a quelqu'un qui invite à lire Hartmut Rosa, c'est entièrement vrai. Hein. Il a écrit un livre Accélération qui est à la base du documentaire Tout s'accélère. C'est de ce livre qu'est née l'idée du documentaire. Et si vous allez sur YouTube, vous avez une conférence TEDx sur la parentalité, pardon, l'éducation et justement le temps dans l'éducation. Vous pouvez la regarder, elle dure 15 minutes et ça beaucoup moins sur les écrans que sur le temps, effectivement, qui est un enjeu très important dans l'éducation de manière évidente. Alors, je dirais juste sur ce point, puisque c'est quand même la question est posée, dans les solutions, il y a que pour redévelopper un rapport au temps plus serein, il y a clairement la respiration, c'est-à-dire le métronome de nos vies. Mais il y a une chose qui est vraie et que moi je me redis en tant qu'enseignant souvent en me disant Gilles, tu déconnes, il faut que tu penses à ça, c'est d'alterner les rythmes. On est dans une société exponentielle où on est précipité toujours dans l'après, dans le futur, et on est dans une accélération constante à chercher à rattraper le temps perdu incessamment. Et en fait, il y a dans cette société, ce qu'on oublie souvent, c'est d'alterner les rythmes. Et à l'école, c'est pareil, c'est-à-dire stopper, faire du sport, stopper, faire de la musique, chanter, stopper, dessiner, mettre l'art dans la classe comme des moments de pause, de respiration, et soi-même veiller à ce que
les enfants aussi ont besoin d'alternance des rythmes. On ne peut pas les charger, etc., sans arrêt. Et c'est pareil, évidemment, les écrans font partie de ce qui les place dans un rythme et dans une habituation à l'immédiateté, je l'ai dit. Et de ce fait, ils sont à tenir en laisse, entre guillemets. Mais comme disait Étienne, ils sont intimement liés. Hein. La sensation de course dans le temps que vivent les gens aujourd'hui sont liées à deux choses, la pression de l'argent dans nos vies et dans les entreprises, etc., mais beaucoup l'invasion des communications et des écrans qui happent notre temps, et parce qu'on a plus de temps libre qu'on n'en a jamais eu. Mais on les occupe beaucoup aux écrans. Enfin bon, ça dépend quand même des gens, parce qu'il y a des patrons qui envoient des mails à 8 h du soir. Mais globalement, on a du temps libre. Voilà, donc c'est ce qu'on en fait. Et le plaidoyer fondamental, c'est vrai que les jeux de société, c'est un outil fabuleux pour être avec son enfant. L'idée, c'est ce que disait Étienne, on s'en fout, marcher, faire du vélo, un jeu de société, un Lego, je n'en sais rien, mais passer du temps avec ses enfants, en plus, ça vous lave la tête. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser. Merci. Merci à toi et à vous tous pour votre enthousiasme. Et donc, sur Facebook, vous trouverez d'éventuelles conférences ouvertes. Là, je crois que ce vendredi, mais c'est sur mon smartphone, je suis dans un... Je vais essayer de regarder. On enverra peut-être tout ça. Mais je suis dans un cinéma, puisque c'est l'occasion, excusez-moi, je vais juste me connecter. Oui, vous enverrez ça, c'est très bien. Je pense qu'on enverra, on va reprendre les informations auprès de Gilles, Étienne, et puis avec le replay, on va faire un petit résumé des prochaines rencontres avec Gilles. Super. Et de ce qui a été dit pendant les échanges, je suis vraiment preneur. Oui, voilà. Pas de souci. Au revoir à tous. Merci à nouveau, Merci Gilles. Beaucoup, Gilles. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette conférence. Hein. Merci à tous de votre participation et de votre très grand intérêt dans tout ce qui s'est dit. Donc, moi, je suis ravi et c'est bien que Gilles ait bouclé à la fin en parlant des jeux de société. Ça fait quand même toujours un petit rappel. On vous souhaite un très bon mercredi après-midi, de très bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Et donc, à très vite pour de prochains webinaires ou alors sur Didacto. S'il y a des questions ou des choses que vous voulez rajouter, on est toujours dispo. L'adresse, c'est contact@didacto.com. Contact@didacto.com. On vous dit bye bye, bonne fin d'après-midi. Au revoir à tous.